Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de physique mise à niveau. Aujourd'hui, ce qu'on va étudier, c'est le mouvement rectiligne uniformément accéléré et plus en particulier les équations qui nous permettent de décrire le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Euh, dans le dernier cours, on s'était surtout préoccupé d'analyser le MRUA à partir des graphiques. Ok? Donc aujourd'hui, on va plus voir les équations derrière ça. Ok? Mais si on revient premièrement au graphique, nous on se souvient par exemple qu'on avait, supposons qu'on utilise le graphique de la vitesse en fonction du temps. OK? Puis que, supposons qu'on a un objet qui accélère comme ça, donc la vitesse augmente, puis comme la pente dans le graphique de la vitesse représente l'accélération, si la pente ici reste constante, ça veut dire que l'accélération est constante. OK? Donc si on avait dit, par exemple, ça me permettrait de trouver comment varie, de trouver que l'accélération est constante. Puis, je vous ai listé ici, pardon, le français, là, mais je vous ai énuméré quatre équations ici. OK? Ces équations-là proviennent de où? OK? En fait, ces équations-là proviennent euh, en bonne partie d'ici, du graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, si on prend deux événements ici, séparés de delta t secondes, au début, la vitesse était VI, à la fin, la vitesse est devenue VF. On a vu que la définition même de l'accélération, c'est la variation de vitesse par rapport au temps. Donc c'est Vf moins Vi sur delta t. Multiplions par delta t de part et d'autre de mon équation. Et isolons Vf. On va trouver que Vf est égal à Vi plus A fois delta t, qui est l'équation 1 ici dans les manuels, dans les notes de cours du manuel. On remarque ici que dans cette équation-là, le déplacement n'intervient pas. OK, là, elle ne figure pas dans cette équation-là. OK. On va voir, c'est important plus tard. Ça va être assez pratique. OK. La deuxième équation qu'on a ici, elle vient d'où? OK. En fait, elle vient de, si on se souvient, on avait dit si j'ai un déplacement, un graphique de la vitesse en fonction du temps, l'aire sous la courbe me renseigne sur le déplacement. OK. Donc, on avait dit le déplacement, c'est l'aire sous la courbe. Donc, si j'évalue ici l'aire sous la courbe, on a un trapèze. La surface d'un trapèze, c'est une demi fois euh, base plus grande base fois hauteur. Donc ici, c'est une demi fois la petite base qui mesure VI, la grande base qui mesure VF, puis la hauteur qui mesure tout simplement delta t ici. Donc ça, c'est mon équation 2 ici. Si on remarque, cette équation-là ne fait pas intervenir l'accélération d'un objet. OK? Les équations 3 et 4 viennent de où? L'équation 3, en fait, c'est un petit peu plus touché. OK? Mais, attendez, laissez-moi quelques secondes. Voyons. Donc, pour trouver la troisième expression, on va combiner les deux premières. Donc, prenons la définition de VF telle qu'on l'a ici, puis on va venir remplacer VF ici par sa définition ici. OK? Donc, ça va nous donner delta x est égal à 1 demi fois VI plus VF, mais VF est égal à VI plus A fois delta t. Donc, je me trouve à quoi? 1 demi
fois 2 fois VI plus A fois delta T. Autrement dit, delta X est égal à... Là, on va multiplier par delta T sur 2. Donc, 2 VI fois delta T divisé par 2. Il me reste VI fois delta T. Plus 1 demi fois A fois delta T au carré, qui est ma troisième équation. Elle, cette équation-là ne contient pas VF. Okay. Puis on a une dernière ici qui ne contient pas delta T, vous remarquerez. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour la trouver, celle-là? OK. Voyons. Donc, je vais prendre la première qui me dit que VF, est égal à VI plus A fois delta T. Donc, je peux écrire que delta T est égal à VF moins VI divisé par A. Puis, je vais prendre la deuxième qui dit que delta X est égal à 1 demi fois VI plus VF multiplié par delta T. Je vais venir remplacer le delta T qui est ici dans celle-ci. Donc j'ai 1 demi VI plus VF multiplié par delta T qui est égal à VF moins VI sur A. Pardon, je vais envoyer multiplier par 2A de chaque côté de l'équation. Donc je sais, là, l'algèbre, ça va peut-être un petit peu vite, là, mais pour certains d'entre vous qui n'êtes pas super vétérans ou que ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait. Okay? Puis ici, ça, c'est la différence de deux carrés. Okay? Donc vous allez peut-être vous souvenir, là, c'est peut-être des très vieux souvenirs en maths, si ça en est pour vous. Ça vaut VF à la 2 moins VI à la 2. Okay? Donc comment je peux le trouver, là, si je fais juste brièvement VI plus VF fois VF moins VI. Donc c'est VF VI. Ici, le terme comme ça, c'est VF à la 2. Ici, c'est moins VI à la 2. Puis ici, c'est moins VF VI. Donc j'ai plus VF VI moins VF VI. Il me reste VF2 moins VI2. Okay? Ça me permet d'isoler VF2 qui va être égal à VI à la 2 plus 2A fois delta X. Ça, si vous remarquez, c'est l'équation numéro 4 qu'on a ici, qui, elle, ne fait pas intervenir le temps. Okay? Donc, vous remarquez, en fait, que on a quatre équations, mais qui proviennent de deux équations distinctes. Okay, là? Donc, il y a juste les deux premières qu'on a établies à partir du graphique de la vitesse. Puis avec ces deux équations-là, 1 et 2, on a été capable de trouver des équations 3 et 4. Okay? Ça va avoir des conséquences plus tard sur le nombre sur la quantité d'informations qu'on doit connaître avant d'être capable de résoudre des problèmes. Okay? Parce que si on remarque, dans tout ce paquet d'équations-là, il y a 5 variables qui reviennent toujours. Okay? Vous avez le déplacement, vous avez la vitesse initiale, vous avez la vitesse finale, vous avez l'accélération, puis vous avez le delta t, l'intervalle de temps. C'est les 5 variables qui reviennent dans ces 4 équations-là. Okay? On a seulement 4 équations, puis vous remarquez, on a pris la peine de bien noter que chacune de ces 4 formules-là fait intervenir 4 variables sur 5. Il y a toujours une variable qui est absente dans nos équations. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est que dépendant de l'information qu'on connaît puis de l'information qu'on cherche, ben, on va aller commencer par écrire ce qu'on connaît. On va chercher ensuite à connaître deux quantités inconnues toujours, okay, au maximum. Okay. Pourquoi deux quantités inconnues sur 5, puis pas 3, puis pas 4? Pourtant, on a 4 équations. Si vous vous souvenez en mathématiques, quand vous avez un système si vous avez deux inconnus x et y, vous avez besoin de deux équations pour être capable de trouver la solution. Si vous avez trois variables inconnues x, y, z, vous avez besoin de trois équations pour trouver la solution.
Ça, c'est vrai, mais à condition que vos variables, vos équations, pardon, soient, je me souviens plus, là, mais ben, qu'elles soient linéairement indépendantes. OK? Il faut que ce soit des équations qui, entre guillemets, qui dépendent pas les unes des autres. OK? Parce que si vous prenez deux équations pour en faire une troisième, ben dans le fond, c'est pas trois équations différentes, c'est juste deux équations que vous avez remaniées pour en trouver une troisième. Ben ici, ce qu'on a vu, c'est qu'on est parti de deux équations, puis on en a trouvé quatre en tout. Mais comme on est parti juste de deux équations indépendantes, on ne peut jamais avoir plus que deux variables inconnues dans ces cinq variables-là. Donc, dans les problèmes qu'on va avoir, on va toujours vous donner trois, des fois même quatre, trois quantités inconnues sur cinq, pardon, trois quantités connues sur cinq, puis on va vous demander de déterminer les deux autres. OK? Donc, quelques précisions déjà en partant. Les équations que vous avez vues, OK, ne sont valables que lorsque l'accélération demeure constante. On parle de MRUA, OK? MRUA, c'est uniformément accéléré. OK? Si l'accélération change, de toute évidence, l'accélération n'est pas constante. Si l'accélération n'est pas constante, on ne peut pas utiliser les équations à accélération constante. OK? Deuxième remarque, on dit que c'est important de tenir compte des signes positifs et négatifs des déplacements, des vitesses, des accélérations. Donc, ça va toujours être important dans des exercices comme ça de se définir une direction dans laquelle mes variables sont positives, dans laquelle les variables sont négatives, de respecter cette convention-là de signes qu'on va se donner. OK? Troisième remarque, pour un objet en chute libre, l'accélération gravitationnelle de tout objet en chute libre est de 9,8 mètres par seconde carré. OK? Cette remarque-là est un peu en contradiction avec notre expérience, mais c'est juste souvent à cause de la résistance de l'air. C'est un peu bizarre à dire, mais si vous laissez tomber deux objets, si ils ont la même accélération, ben leur vitesse change au même rythme, puis leur position change au même rythme, elle aussi nécessairement. Donc en théorie, si je laisse tomber deux objets d'une certaine hauteur, les deux objets devraient toucher au sol en même temps. OK? Faites des expériences, c'est pas nécessairement ça que vous allez observer. Souvent, c'est parce que les problèmes en réalité, hein, on les fait dans l'atmosphère. Puis la résistance de l'air est suffisante pour faire en sorte que les objets n'auront pas nécessairement la même accélération. Mais dans les conditions appropriées, on peut le mettre en évidence de façon assez spectaculaire même, je dirais. OK? Petite démo. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. Donc, c'est une chambre à vide, vous aurez compris, là, c'est la plus grande chambre à vide au monde. On fait le vide en extrayant 30 tonnes d'air là-dedans. Là, okay? Donc, ça paraît pas. L'air est quelque chose, on se rend pas compte de la présence de l'air généralement, sinon qu'on le respire. Mais on n'a pas idée à quel point la pression atmosphérique, c'est une grande force, à quel point la densité de l'air est relativement importante aussi. Là. Okay. Eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Donc, ce qu'on explique brièvement, pardon, je me permets de traduire librement, là. C'était un immeuble qui a été construit, un laboratoire qui a été construit pour tester des systèmes de propulsion nucléaire. Donc, évidemment, on avait des substances radioactives qui étaient là-dedans, puis pour gérer la radioactivité, le rayonnement qui est causé par les radiations dans les expériences qu'ils faisaient, ils ont fait la coquille en aluminium parce que c'est plus facile de gérer la radioactivité émergente des tests. Évidemment, l'aluminium, c'est pas le matériau le plus résistant. Okay? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit tout ça sur une grosse coquille en béton. Là. Donc, vous avez, par exemple,
une coquille. Là, je vais juste faire rapidement, là, mais c'est quand même intéressant comme vidéo. Là. Donc, vous prenez une grande structure en béton. OK? Puis, à l'intérieur, vous allez la recouvrir d'une mince pellicule d'aluminium, d'une feuille d'aluminium, là, OK? Du foil en bon français. Là, OK? Puis là, à l'intérieur de ça, ici, vous allez venir faire le vide. Là. Donc, ça, c'est votre plancher, là, ici. C'est là-dedans que vous allez faire le vide ici. Là. Vous allez pomper l'air à l'extérieur de ça. OK? Évidemment, s'il n'y a plus d'air, il n'y a plus de force, il n'y a plus de pression atmosphérique pour équilibrer la pression qui vient de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que l'immeuble va avoir tendance à s'effondrer quand vous en faites le vide. Puis la pression atmosphérique est assez forte. Là. On parle c'est quoi la pression atmosphérique ambiante? C'est 100 kPa environ. Là, OK? 1 pascal, par définition, c'est une force de 1 newton répartie sur 1 mètre carré. Puis pour vous donner une idée, 1 newton, c'est à peu près l'équivalent de la masse de 100 grammes. Vous prenez un objet de 100 grammes, vous le déposez sur... vous le prenez dans vos mains, là, un objet de 100 grammes, c'est à peu près ça, une force de 1 newton, la force que vous ressentez. Donc c'est ça, c'est 100 grammes par mètre carré, mais pour 1 pascal. Donc, si vous avez 100 kPa, c'est que vous avez 10 exposant 5 pascal. Donc, c'est que vous avez 10 exposant 4 kg par mètre carré. Là. Donc, c'est 10 000 kg par mètre carré la pression atmosphérique ambiante. Là. Tu fais mes chiffres corrects? Bon, en tout cas, ça vous donne une idée, c'est quand même très grand. Okay? Donc, il faut avoir quelque chose de très rigide pour être capable de supporter ces pressions-là. Okay? Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Donc, historiquement, les premières expériences sur la gravité ont pas été faites Now, par in this Galilée. case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. Donc, Galilée a été le premier à vraiment faire des expériences de façon systématique, à en prendre des notes, à mesurer des choses avec des chronomètres, des tapes à mesurer. Donc, à faire des expériences, on dirait de façon rigoureuse. Lui, il voulait étudier, entre autres, la chute des objets, tout simplement. Okay? Donc, en physique, souvent, c'est les expériences les plus niaiseuses, entre guillemets, qu'on puisse imaginer, mais qui ont des répercussions assez importantes. Okay? Donc, évidemment, si on fait cette expérience-là avec une boule de bowling, puis des plumes, ben, on remarque que ça ne tombe pas à la même vitesse. Okay? So, in order to see C'est à cause de la the résistance true de l'air. nature of gravity, we have to remove the air. Donc, qu'est-ce qui se passe, par contre, quand on fait l'expérience dans le vide? Okay? Donc là, on ferme les portes. Vous voyez, là, c'est pas une petite affaire, là, ça. Okay? C'est... It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitor in the last 30 minutes. But Vous voyez once it's d'ailleurs complete, there's a near perfect cloche à vide, vacuum inside. 6104 avec je sais pas combien d'ordinateurs et combien de staff ça prend, là, c'est pas votre petit laboratoire de recherche à côté de chez vous. ECB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Moi encore, je sais pas combien de fois j'ai écouté cette vidéo-là, puis à chaque fois j'en reviens pas. C'est comme. On dirait que c'est fake là, tellement que c'est parfait. Là. Puis même eux autres, tu sais, dans le sens, ils font pas ça à tous les jours. Vous avez vu les ressources que ça prend. Pas pire, tu sais, c'est des ingénieurs qui travaillent là-bas, ils ont ça à longueur de journée, mais ils font pas cette expérience-là tous les jours. Là. Il n'y a aucun mouvement quand les plumes tombent. Là. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre expérimentalement, là, ok? Isaac tous les Newton would objets. say that the ball and the feather fall. Que tous les objets qui sont en chute libre ont la même accélération
à la surface de la Terre. On mesure cette accélération-là comme étant 9,8 mètres par seconde carré. Donc, ça veut dire que les objets en chute libre, leur vitesse augmente de 9,8 mètres par seconde à chaque seconde en absence de résistance avec l'air. Je vous le dis tout de suite, dans nos problèmes, on va toujours négliger la résistance avec l'air, sauf dans un ou deux exemples où ça va être une partie du problème. Mais on néglige toujours la résistance avec l'air. Donc, les objets ont toujours une accélération de 9,8 mètres par seconde carré. Ça veut dire que leur vitesse augmente de 9,8 mètres par seconde à chaque seconde. 9,8 mètres par seconde, c'est à peu près 35 km/h. Donc, ça veut dire qu'un objet en chute libre, sa vitesse augmente à chaque seconde de 35 km/h. Donc, votre vitesse passe de 0 à 35, à 70, à 105 km/h au bout de 3 secondes déjà. Okay, 0-100 en 3 secondes, il n'y a pas mon char qui fait ça. Là, okay? Mais la chute libre, c'est assez important pour faire ça. Okay? Because there's a force pulling them down. Là, la partie plus flyée un petit peu, on va revenir sur cette vidéo-là plus tard dans le cours quand on va parler des forces. Du poids là, en particulier. Là. Mais quelle interprétation donner à ça? C'est là que la physique, moi personnellement, je trouve que ça devient vraiment de la belle physique rendue là, mais là, ça dépasse le cadre de ce que je vous enseigne aujourd'hui. Okay? Donc, si on vient à nos exercices, on va avoir 4 équations. Okay? Donc, ces 4 équations-là relient entre elles 5 variables. Okay? Puis, moi, ce que je vais toujours chercher à faire, c'est de toujours faire la liste de mes variables. Okay? Vous allez les connaître par cœur. Okay? Donc, on va lire une question, on va remplir, moi je me fais tout le temps un petit tableau comme ça, je remplis dans ce tableau-là ce que je connais, puis ensuite, je me demande ce que je cherche. Donc, si vous remarquez, par exemple, ça c'est un exemple qu'on vous donne, là. Pardon, une petite voiture téléguidée se déplace vers la gauche à 4 mètres secondes. 3 secondes plus tard, on constate qu'elle s'est déplacée de 9 mètres vers la gauche. Donc, quelles sont les informations qu'on connaît? Okay? Donc, nous, on se souvient, tout ce qui est vers la droite est positif, tout ce qui est vers la gauche est négatif, dans le cas d'un mouvement horizontal. Bon, on dit, initialement, la voiture se déplace à 4 mètres secondes vers la gauche. Donc, la vitesse initiale de la voiture, c'est quoi? Moins 4 mètres par seconde. On dit 3 secondes plus tard, donc après un intervalle de temps de 3 secondes, on constate qu'elle s'est déplacée de 9 mètres vers la gauche, donc elle a fait un déplacement de moins 9 mètres. Okay. Donc voilà la liste de ce que je connais. Ce que je remarque, 3 quantités connues, 2 quantités inconnues. Donc je vais être capable de résoudre le problème. Comme je vous disais tantôt, à cause du fait que 2 équations dépendent des 2 autres, je peux juste avoir 2 quantités inconnues dans ma liste de 5 variables. Okay? Puis inquiétez-vous pas, je vous donnerai pas des problèmes avec l'information avec pas suffisamment d'informations. Okay? Donc, la première question qu'on vous pose, déterminer l'accélération de la voiture. Donc, moi, comment je vais procéder? Bien, je connais ça, je cherche l'accélération, puis j'ai pas de renseignement sur la vitesse finale. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que je vais prendre l'équation qui ne fait pas intervenir la vitesse finale. Okay? Donc, je n'ai pas la vitesse finale, puis je ne la cherche pas. Donc, je vais prendre l'équation qui ne la contient pas. Donc, je vais venir prendre mon équation 3. Déplacement est égal à vitesse initiale fois temps plus 1/2 à t carré. Ça, c'est fait dans les notes. C'est juste pour vous expliquer un petit peu en français le raisonnement. Puis là, je vais remplacer ce que je connais là-dedans. Donc, mon déplacement, moins 9 mètres. Ma vitesse initiale, moins 4 mètres par seconde. Mon intervalle de temps, 3 secondes. L'accélération qui se trouve être la seule inconnue, puis 3 à la 2. Okay? Donc, ça fait moins 9 égale moins 12 plus 9,5 de A. Puis là, après, il reste à isoler A. Donc, j'envoie le 12 de l'autre côté, ça fait 3 est égal à 4,5. Oups. A. Donc, A est égal à 3 sur 4,5 est égal à 0,67, si je me souviens. Oui, c'est ça. OK. Donc, toujours la même stratégie. Moi, je vous suggère, puis ça va devenir simple si vous faites ça, pas mal plus qu'il y a bien d'autres façons de faire. Faites-vous toujours la liste ici là, avec les variables. OK? Déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération, temps.
Ensuite, dans la question, allez remplir qu'est-ce que vous connaissez. Ça va vous laisser deux cases blanches. Une qu'on va chercher, l'autre qu'on ne cherchera pas. Mais vous prenez l'équation qui ne contient pas celle qu'on ne cherche pas, puis vous allez toujours réussir à résoudre les problèmes assez facilement. Merci. OK? Donc, ouais, excusez ça. Ensuite, on cherche à déterminer la vitesse instantanée de la voiture, autrement dit, sa vitesse finale. OK? Mais si on cherche la vitesse finale, là maintenant, on a trouvé l'accélération qui est 0,67. On cherche la vitesse finale, mais je peux prendre n'importe laquelle de mes équations qui fait intervenir la vitesse finale. Souvent, celle-là est assez simple à utiliser. Donc, on a VF qui est égal à VI plus accélération fois temps. Si je regarde dans mes variables, ma vitesse initiale, c'était moins 4. L'accélération, 0,67. Oups, excusez. Puis le temps, 3. Ouf, j'écris pas super bien, hein? Moins 4 fois 2 tiers fois 3 plus 2. Vitesse finale égale moins 2 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'objet a ralenti. Okay? L'objet se déplace moins vite qu'il se déplaçait au départ. Okay? Ça a-tu de l'allure? Ben, il se déplaçait à 4 mètres par seconde initialement. En 3 secondes, à 4 mètres par seconde, vous avez le temps de faire 3 fois 4, 12 mètres. Comme il n'a fait que 9 mètres, ça veut dire qu'on se doute bien que la vitesse de l'objet a diminué entre le moment où il a commencé et le moment où son mouvement s'est fini. Okay? Parce qu'il a fait 9 mètres. S'il avait roulé à vitesse constante, il en aurait fait 12. Donc, nécessairement, il a ralenti. En C, on vous demande quel est le déplacement total effectué par la voiture avant de s'immobiliser. Mais qu'est-ce qui définit une voiture immobile? C'est que sa vitesse finale est égale à 0. Okay? Mais là, on ne parle plus des deux mêmes instants. Okay? Donc là, moi, je vous suggère de refaire la petite liste de variables. Déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération, puis temps. Donc, nous, on ne sait pas le déplacement. Supposons qu'on part de la case départ. Au début, la vitesse était moins 4 mètres par seconde. Okay? On a déterminé que l'accélération de la voiture allait être 0,67 positive, opposée à la vitesse, comme ça, ralenti. On veut que la vitesse finale soit égale à 0. Ça, c'est ce qu'on impose ici. Okay? Parce qu'on veut que la vitesse finale soit nulle. On cherche delta t puis delta x. Okay? Donc, quel est le déplacement total? Ben, je ne connais pas le temps, donc je vais utiliser l'équation qui ne fait pas intervenir le temps. Si je regarde dans ma feuille de formule, c'est la quatrième relation. Okay? Dans la quatrième relation, le temps n'apparaît pas. Donc, j'ai VF à la 2 est égal à la vitesse initiale à la 2 plus 2A fois delta x. Vitesse finale, 0. Vitesse initiale, moins 4. Accélération, 0,67. Il me reste à trouver la valeur de delta x. Okay? Donc, ça vaut 16 plus 1,33 fois delta x. Donc, je trouve que delta x est égal à 12. Moins 12 mètres. Okay? Donc, comment je fais? J'envoie le 16 de l'autre côté. Ouais, je pense. Les premiers de même, là, je vous... Puis après, on divise par 1,33 de chaque côté. Donc, ça me donne delta x égale à moins 12 mètres. OK? Donc, là, le déplacement total pour que la voiture s'immobilise. OK? Puis là, on pourrait chercher, par exemple, combien de temps ça y prend à s'immobiliser. Rendu là aussi, on aurait pu faire ça. Là. OK? On ne l'a pas fait ici, là, mais on aurait pu le faire. Donc, toujours la même stratégie. On prend notre liste de variables, on regarde en lisant la question qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cherche, puis on utilise l'équation qui ne fait pas intervenir la quantité inconnue. Donc ici, si on fait l'exemple 1 ensemble, okay, on dit un objet se déplace vers la droite à 5 mètres par seconde. Donc, moi, mes variables, déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération, puis temps. Okay? Donc, se déplace vers la droite à 5 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse initiale, 5 mètres par seconde.
Elle accélère vers la droite à 2 mètres par seconde carré. Donc, sa vitesse augmente de 2 mètres par seconde à chaque seconde. OK? Qu'est-ce qu'on vous demande? Quelle sera sa vitesse 4 secondes plus tard? Donc, après un delta t de 4 secondes, quelle est la vitesse finale? Puis, on ne nous donne pas d'informations sur le déplacement. OK? Donc, je vais prendre l'équation qui ne fait pas intervenir le déplacement. C'est l'équation 1 qui dit que Vf est égal à Vi plus A fois delta t. Donc, la vitesse finale, c'est la vitesse initiale 5 plus l'accélération 2 fois l'intervalle de temps 4. 5 plus 8, 13. Donc, ça, c'est la réponse à A. En B, quel a été son déplacement pendant ces 4 secondes? Mais là, on cherche delta x, on connaît tout le reste. Vous pouvez prendre l'équation que vous voulez à ce moment-là. OK? Moi, je vais prendre déplacement est égal à 1/2 fois VI plus VF fois delta t. La vitesse initiale, c'était 5. La vitesse finale, c'est 13. L'intervalle de temps, c'est 4 secondes. Donc, j'ai 18 divisé par 2 fois 4, ça donne 36 mètres. OK? Ça, c'est la réponse à B. C'est toujours la même stratégie. OK? Il faut faire attention aux signes, par contre. OK? Donc, par exemple, dans l'exemple numéro B, pardon, incroyable le nombre de fois où je me classe la gorge en dedans de 15 minutes. C'est peut-être parce que je bois beaucoup trop de café dans mes journées. Je devrais boire plus d'eau, je le sais, mais que voulez-vous? OK? Donc, on dit un objet se déplace vers la droite à 3 mètres secondes tout en ralentissant autour de 0,5 mètres par seconde carré. Donc, déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération, temps. Okay? Toujours la même chose. On se déplace vers la droite à 3 mètres secondes initialement. Donc, ma vitesse initiale est de 3 mètres par seconde positive. OK? Oups. Ah non, non, non. Je vais prendre le service du logiciel. Hein? OK? Donc, ben, c'est juste une page web, là, mais donc, déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération, temps. Ça sera coupé au montage l'année prochaine. OK? Donc, vitesse initiale vers la droite à 3, donc c'est plus 3 mètres par seconde. OK? On dit ralenti au taux de 0,5 mètres par seconde carré. Donc, ça veut dire que sa vitesse diminue. Pour ça, ce qu'on se souvient au dernier cours, c'est que si le vecteur vitesse pointe vers les positifs puis qu'on veut qu'il ralentisse, bien, il faut que le vecteur accélération pointe dans l'autre direction. Donc, l'accélération est de signe opposé à mon vecteur vitesse. OK? On vous demande quoi? Quelle est la vitesse 3 secondes plus tard? Donc, t 3 secondes. Même chose, je cherche VF, je ne connais pas delta x. Donc, je vais prendre l'équation numéro 1. OK? Quel est son déplacement pendant les 3 secondes? C'est la même affaire. OK? Donc, ces exercices-là sont juste faits vraiment pour vous faire pratiquer vos signes. OK? Donc, je vais vous laisser les pratiquer en fait. Je ne veux pas faire tous les exercices. Là, ce n'est pas l'objectif du cours. De toute façon, si on était en classe, je vous laisserais travailler puis les faire vous-même. OK? Mais je vais juste apporter plus des commentaires ou des éclaircissements. Par exemple, si on regarde la question 3, on dit un objet se déplace vers la gauche à 8 mètres par seconde. Donc, sa vitesse initiale, c'est moins 8 mètres secondes. Son accélération est 3 vers la droite, donc son accélération est positive, plus 3. Okay. Quelle est la vitesse 2 secondes plus tard? Quelle est la vitesse 4 secondes plus tard? Quel instant précis le mouvement change-t-il de direction? Donc, si le mouvement change de direction, c'est parce que le vecteur qui initialement pointait vers les négatifs, soudainement pointe vers les positifs. Donc, mon objet qui se déplaçait vers la gauche commence à se déplacer vers la droite. Si je regardais sur un graphique, OK, ce qu'on voit ici, c'est que supposons notre vitesse initiale, un graphique de la vitesse en fonction du temps. Okay? Initialement, ma vitesse est de combien? Ma vitesse est de moins 8 mètres par seconde. Donc, ma vitesse initiale est en quelque part ici, okay? À moins 8. Là, ce qui se passe, c'est que l'accélération est positive. La vitesse décroît en valeur absolue. Okay? Donc, la pente va être positive parce que dans un graphique de la vitesse en fonction du temps, la pente est donnée par l'accélération.
Donc, si l'accélération est constante et positive, la pente va être constante et positive. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au début, mon objet ralentit, 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 s'immobilise, puis après ça, se déplace dans l'autre direction. OK? Donc, la vitesse est grande et négative, moins grande et négative, moins grande, nulle, positive, faible, positive, moyenne, positive, grande. Donc, à quel instant est-ce qu'il change de direction? C'est ici. OK? Donc, en C, change de direction quand VF est égal à 0. Autrement dit. OK? C'est à ce moment-là qu'il change de direction. OK? Bon. Tous ces exemples-là sont vraiment tous des mouvements horizontaux. On s'habitue à manipuler les variables, les formules. Donc, encore, je vais vous laisser les faire. Je vais faire un exemple d'un problème avec un déplacement vertical maintenant. Donc, c'est tous des problèmes à l'horizontale, des problèmes 1 à 5. Ça se ressemble quand même pas mal. Je vais vous laisser les travailler. L'exemple 2, on dit un objet est lancé vers le haut à 2 mètres secondes à partir d'une hauteur de 50 cm par rapport au sol. Donc, moi, dans ces problèmes-là, encore, ça peut valoir la peine de se faire un petit dessin. Donc, ici, j'ai un objet que je lance d'une hauteur de 50 cm par rapport au sol. Okay? Je le lance vers le haut avec une vitesse initiale de 2 mètres par seconde. Okay? On vous demande de déterminer la vitesse de l'objet quand il arrive au sol. Là, il faut faire attention. Okay? Parce que c'est sûr que si je lance une balle dans les airs et qu'elle tombe au sol, elle va s'immobiliser après le contact avec le sol. C'est pour ça qu'on précise, on demande la vitesse juste avant de frapper le sol. Okay? Donc, on cherche la vitesse finale. Quelles sont mes variables dans mon problème? Déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération, puis temps. Okay? Donc, moi, ma convention, c'est que tout ce qui est vers le haut est positif. Okay? Donc, quel est le déplacement? Ben, le déplacement, juste avant de toucher le sol, ben, c'est position finale moins position initiale. À la fin, il est rendu au niveau du sol. Au départ, il était à 50 cm dans les airs. Donc, son déplacement, c'est moins 50 cm. OK? Comment je fais pour effacer? Bon, hey. Okay. Je ne ferai pas ça toutes les fois. Okay. Moins 0,5 m. C'est négatif parce que mon objet s'est déplacé vers le sol en bout de ligne. Okay? On dit, c'est quoi la vitesse initiale? Mais la vitesse initiale, c'est 2 mètres par seconde vers le haut, donc positive. Quelle est la vitesse finale? Ben, c'est justement ce qu'on cherche. Okay? Quelle est l'accélération? Ben, tous les objets en chute libre ont la même accélération de 9,8 mètres par seconde carré orientée vers le sol. Okay? Donc, comme l'accélération est orientée vers le sol, est dans la direction des x négatifs, donc elle va être négative elle-même. Combien de temps ça prend? Mais ça non plus, on n'en a pas d'idée. Okay? Donc, si je veux trouver la vitesse finale et que je ne connais pas le temps, je vais utiliser l'équation qui ne fait pas intervenir le temps. C'est la quatrième équation qui dit que la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2a fois le déplacement. Je cherche la vitesse finale. La vitesse initiale était de 2. Okay? Puis mon déplacement, moins 0,5. Donc, j'ai vitesse finale au carré est égale à 4 plus 9,8, 13,8. Vitesse finale égale racine de 13,8. C'est donc égal à plus ou moins 3,71. Ça, il faut faire attention quand on prend une racine. Okay? Quand on prend une racine carrée, il y a toujours deux solutions possibles. Il y a la racine négative et il y a la racine positive. Laquelle est la bonne réponse? Mais dans notre exemple, c'est la racine négative. Okay? Pourquoi? Parce qu'au moment où la balle touche le sol, elle se déplace vers le sol. Donc, elle se déplace vers le bas. Donc, on va prendre la racine négative. Ça, c'est la partie où il faut que vous serviez de votre tête un petit peu pour faire ça. Okay? Donc, la réponse finale, c'est que la vitesse finale est de moins 3,71 mètres par seconde au moment où la balle touche le sol. Okay? Déterminer la durée du mouvement. Bien là, vous avez
vous venez de déterminer la vitesse finale. Donc, il vous manque juste le temps. Vous pouvez prendre n'importe quelle des équations. Dans l'exemple, on utilise l'équation VF est égal à VI plus A delta T. Okay. En C, on vous demande la hauteur maximale atteinte par l'objet par rapport au sol. Bon, réfléchissons un petit peu. Je prends une balle, je la lance dans les airs. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Bien, si je prends une balle et que je la lance dans les airs, vers le haut, elle va ralentir. Okay? Elle va atteindre un certain point ici où elle va être au sommet de sa trajectoire. C'est quoi cette hauteur-là? C'est quoi ce point-là? Qu'est-ce qui caractérise ce point-là? Bien, on connaît la vitesse à ce moment-là. Okay? Donc, quelle est la vitesse de la balle au sommet de sa trajectoire? Okay? Bien, sa vitesse est nulle. Okay? C'est pas compliqué. L'objet va ralentir jusqu'à temps qu'il s'immobilise, puis après ça, il va retomber. Okay? Mais s'il n'était pas immobile, il continuerait de monter. Puis c'est ça. Donc, c'est au moment où il atteint le sommet de sa trajectoire, la vitesse est égale à 0. Okay? Donc, si on regarde ce qu'on a comme information, vitesse initiale, okay, déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération, temps. On dit on l'a lancé à 2 mètres par seconde. Son accélération était de moins 9,8 mètres par seconde carré parce que c'est un objet en chute libre. Okay. Toutes mes quantités vers le haut sont positives. Quelle est la vitesse finale? Ben, on impose vitesse finale égale à 0. Okay. Donc, j'ai 3 quantités de connues sur 5. Donc, je peux trouver c'est quoi le déplacement. Okay. Je vais prendre l'équation qui ne fait pas intervenir delta t. Donc, je vais dire que Vf carré est égal à V initial au carré plus 2A fois delta x. La vitesse finale 0 est égale à la vitesse initiale 2 plus 2 fois moins 9,8 fois delta x. Donc, je vais trouver que delta x est égal à 20,4 cm. 0,204 mètres. Donc, ça veut dire que mon objet va s'être déplacé de 20,4 cm à partir du moment où je le lance. Dans la question, qu'est-ce qu'on vous demande précisément? On vous demande la hauteur maximale atteinte par rapport au sol. Donc, là, il faut faire attention parce que j'ai le sol. J'ai l'objet qui était ici au début à 50 cm du plancher. Puis là, on sait qu'il a monté de 20,4 cm. Okay? Donc, à cet endroit-là, il est à une hauteur de combien? 0,5 plus 0,204, 0,704 mètres par rapport au sol. Okay? 70 cm du sol. J'aurais pu évidemment utiliser la définition du déplacement qui est position finale moins position initiale. Moi, je cherche la position finale, la hauteur finale. Donc, je vais envoyer position initiale de l'autre côté. Mon déplacement 20,4. Ma position initiale 50. Donc, je trouve 70 cm de la même façon. OK? Donc, c'est pour ça qu'on fait juste additionner les deux quantités. Donc, on va faire les questions 6 et 7. Vous allez remarquer que dans les deux cas, c'est très similaire. Okay? On dit en 6, un objet est lancé vers le bas à 3 mètres par seconde à partir d'une hauteur de 2 mètres. Quelle est la vitesse juste avant de toucher le sol? Donc, déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération, temps. Okay. Mon déplacement va être quoi? La balle touche le sol, donc elle se déplace de moins 2 mètres, 2 mètres vers le sol. Sa vitesse initiale, moins 3 mètres par seconde carré. Vitesse finale inconnue. Accélération, moins 9,8 mètres par seconde carré. Puis temps inconnu lui aussi. Quelle est la vitesse avant de toucher le sol? On cherche VF, on ne connaît pas T. Donc VF carré est égal à VI carré plus 2A fois delta X. Vitesse finale au carré est égale à vitesse initiale au carré plus 2 moins 9,8 moins 2
vitesse finale au carré est égale à 9 plus 39,2. 48,2. Donc VF est égal à racine de 48,2 est égal à plus ou moins. Excusez, je vais sortir ma calculatrice. Vous voyez comment je suis. Plus ou moins 6,9 mètres par seconde. Nous, dans notre exemple, la balle se déplace vers le sol. Donc, on va choisir la racine négative ici. OK? Donc, la vitesse finale, juste avant de toucher le sol, moins 6,9 mètres par seconde. Wow. OK. Vous trouverez delta t, vous le trouverez en utilisant une des autres variables. Pourquoi je l'ai fait celui-là? Parce que je veux vous montrer la différence avec la question 7. On dit même chose qu'au 6, mais avec une vitesse vers le haut. Donc, qu'est-ce qui se passe si je lance l'objet vers le haut à la même vitesse, puis que je veux savoir sa vitesse avant de toucher le sol? Mais qu'est-ce qui va changer? OK? Ça ne changera pas une tonne de choses. OK? Pourquoi? Ben, à la question 7, on va la faire en vert à côté. Son déplacement a toujours moins 2. C'est toujours la même seule chose qui change. Excusez. Seule chose qui change, c'est le sens de la vitesse initiale. Okay? Donc, on lance vers le haut. Donc, sa vitesse initiale, c'est plus 3 parce qu'il y a la même accélération. Donc, je cherche la même vitesse finale. Donc, je vais prendre la même équation, sauf que je vais prendre une vitesse initiale de plus 3 au lieu de moins 3. Mais, si vous remarquez, la vitesse initiale, là, il est au carré. Fait que j'aille moins 3 ou plus 3 ici, là, ça va donner 9 dans les deux cas. Ça va donner la même vitesse finale. Donc, ça peut sembler weird. Si je prends un objet puis je le lance vers le haut, il va avoir la même vitesse au moment de toucher le sol que si je prends le même objet puis je le lance vers le bas à cette vitesse-là. Okay? Ça tue de l'allure intuitivement. Okay? Mais supposons que je prends un objet et que je le lance vers le haut à peu importe la vitesse, mettons 3 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'il va faire? Okay? Intuitivement, il va monter puis il va redescendre. Quelle va être sa vitesse au moment où il va arriver à la même hauteur que son point de départ? Okay? Mais s'il revient à la même hauteur que son point de départ, ça veut dire qu'à ce moment-là, son déplacement va avoir été nul. Okay? Il a la même position qu'il avait au départ. VI plus 3, quelle va être sa vitesse finale? Okay? Son accélération, mettons, c'est moins 9,8. Okay? Mais on sait que VF est égal à VI plus 2A delta X. Si mon déplacement X est égal à 0, ça veut dire que tout ça est égal à 0. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ma vitesse finale est égale à plus ou moins ma vitesse initiale. Okay? Donc, ça veut dire, prenez un objet, vous le lancez à 3, au moment où il retouche le sol, il s'en vient à moins 3. Okay? Donc, l'objet qui reprend la même hauteur va reprendre la même vitesse. Okay? Ça, c'est un résultat aussi qu'on va trouver plus tard quand on va parler d'énergie potentielle, d'énergie cinétique. Mais ça explique aussi pourquoi l'objet que je lance vers le haut, vers le bas, au moment de toucher le sol, il va avoir la même vitesse. Parce que s'il part à plus 3 vers le haut, au moment où il revient, il y a moins 3, donc 3 vers le sol. Donc, que je le lance à 3 vers le sol directement ou que je le lance à 3 vers le haut, ils vont avoir la même vitesse quand ils vont toucher au sol. Ce qui va changer, c'est la durée du mouvement. La durée du mouvement ne sera pas sera pas la même dans les deux cas. Okay? Un objet est lancé vers le haut à 5 mètres secondes. Quelle est la hauteur maximale? Ça, on l'a déjà fait. Ça aussi. Ici, en 10, il faut faire attention. Transformer les unités. OK? Donc, vous remarquez, dans ces exercices-là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de pratique. OK? Donc, je vais vous les laisser faire, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, là. Je vais vous laisser travailler là-dessus. Tout ce que vous devriez faire, c'est prendre le temps. Encore une fois, là, vous avez 4 équations qui décrivent le MRUA. OK, alors, on a-tu fait des maths aujourd'hui? Donc, vous avez 4 équations qui décrivent le MRUA. Ces 4 équations-là relient 5 variables. Donc, à chaque exercice, je vous suggère de faire une liste des 5 variables
inconnus, de noter les informations dans la question qu'on vous donne. Vous allez toujours avoir 3 quantités connues sur les 5. Okay? Après, si on vous en demande une, il y en a une que vous ne connaissez pas, ben, allez regarder dans les équations laquelle vous devriez utiliser pour que ça fonctionne. Puis si vous faites ça comme ça devrait très bien aller pour faire les exercices avec les équations du MRUA. Donc, comme toujours, si vous avez des questions, je vous invite à poser des questions dans les commentaires. Si vous êtes un étudiant qui semble à l'aise pour répondre à des questions que d'autres élèves vous posent, je vous encourage à le faire. Sinon, je vais passer à répondre à vos questions. Puis aussi, on se revoit toujours dans les séances Zoom hebdomadaires. Ou encore là, si vous avez des questions, je vous invite à venir me les poser. Dites-vous que si quelqu'un se pose la question, vous êtes probablement 4-5 à vous la poser. Donc, soyez pas gênés de poser des questions. C'est normal, on est là pour apprendre. Donc, sur ce, bonne journée, à la prochaine.